Bonsoir. À moins de 3 semaines des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, France 3 vous propose dans les Pyrénées-Orientales chaque mercredi à 21h des débats au plus près de chez vous. Ce soir, spécial Perpignan. Sur ce plateau, 3 candidats à tête de liste. Jean-Marc Pujol, maire sortant Les Républicains et président de la communauté urbaine de Perpignan, à la mairie depuis 10 ans. Agnès Langevin, vice-présidente de la région, candidate Europe Écologie Les Verts, soutenue par le PS et les radicaux de gauche. Romain Grau, candidat et député La République En Marche, soutenu par le MoDem. Oui au pays catalan UDI. Enfin, bien sûr, sur ce plateau, nous aurions aimé avoir Louis Alliot. Nous l'avons invité, mais le député du Rassemblement national a décliné notre invitation pour des raisons personnelles. Nous regrettons bien sûr cette absence, car c'est un acteur majeur de cette élection. Je me tourne vers vous, Jean-Marc Pujol, acteur majeur, parce que si l'on se fie au sondage actuellement, Louis Alliot est crédité d'environ 30%, vous autour de 19%. Vous accusez pour l'instant 11 points donc de retard. Est-ce que vous pensez que Perpignan, ville de plus de 120 000 habitants, pourrait devenir la première grande ville à tomber entre les mains du Rassemblement national ? Je ne le crois pas, parce que c'était déjà la théorie en 2014. Et je rappelle qu'en 2014, au premier tour, contre nous, M. Alliot avait fait 34%. Donc il est en deçà du score qu'il avait réalisé en 2014. En revanche, le combat que je mènerai est celui que j'ai mené en 2014, puisque je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, bien sûr, pour que cette ville reste dans un espace républicain. Alors justement, on ne vous sent pas trop inquiet. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos électeurs, aux personnes qui votent habituellement, j'ai envie de dire pour la droite classique, qui pourraient être tentées par le vote Alliot cette fois-ci ? Mais j'ai envie de leur dire, d'abord, quand on est maire sortant, regardez le travail qui a été fait, regardez sur l'ensemble de votre ville, Perpignan, quels sont les engagements qui ont été pris, quels sont ces engagements et comment ils ont été tenus. Je voulais leur dire aussi qu'un moment citoyen comme celui-ci engage pour plusieurs années. Et le combat que je mène depuis de nombreuses années face au Rassemblement national est un élément de ce combat avec une structure qui a toujours été la même. Romain Grau, Perpignan est une ville qui est au centre droit depuis 60 ans. Mais à ces élections, la droite part divisée. Il y a vous, le maire sortant, le divers droite Olivier Amiel. Est-ce que vous ne faites pas le jeu, par ces multiples candidatures, le jeu du Rassemblement national ? Ce qui fait le jeu du Rassemblement national aujourd'hui, c'est d'abord la situation de marasme dans laquelle se trouve Perpignan et que ressentent fortement les Perpignanais. Stationnement problématique, cœur de ville qui se meurt, problème d'incivilité à répétition, problème de mobilité. Ces éléments-là, ils font le jeu de l'extrême droite, qui ne propose rien par ailleurs, qui ne propose aucune mesure concrète, qui ne s'implique pas, qui ne prend même pas la peine de vivre à Perpignan, tout en étant candidat à Perpignan. Vous imaginez l'imposture. Une fois que je vous ai dit cela, la pire des défaites, ça serait celle qui succéderait à un défaut de bataille, à un défaut de combativité. Aujourd'hui, je pense qu'il nous faut construire une alternative républicaine à Perpignan par rapport à une situation de marasme qui est celle que nous vivons, celle que vivent les Perpignanais. Alors, la division et un contexte national défavorable pour La République En Marche en ce moment, c'est ce qui explique sans doute que vous êtes autour des 13%, ce qui est assez bas finalement. Moi, vous savez, d'abord sur les sondages. Le premier et seul sondage qu'il faut retenir, c'est celui du 15 mars. C'est le scrutin. C'est le scrutin qui va compter. Parce que les Romains le disaient il y a bien longtemps, Vox Populi, Vox Dei. Et c'est cette Vox Populi qu'il va falloir entendre le 15 mars. Premier sujet. Deuxième sujet, je me permets de terminer. Le scrutin des municipales est un scrutin local. Le problème n'est pas de savoir République En Marche, pas République En Marche, centre-droit, centre-gauche. Le trou dans la chaussée à Perpignan, il n'est ni de droite ni de gauche. Il n'est pas plus En Marche, il serait Rassemblement national. Par contre, il convient de le reboucher. Aujourd'hui, les Perpignanais ont une insuffisance, ont le sentiment là-dessus d'une insuffisance. Il faut la combler. Il faut combler ce problème-là. Agnès Langevin, pour une fois, la droite semble plus divisée que la gauche à ces élections. Ça doit vous réjouir ? J'ai pu fédérer une équipe issue à la fois d'organisations politiques, le Parti socialiste, le Parti radical de gauche, Place publique, En commun 66, Génération écologie et Europe Écologie Les Verts dont je suis membre. Toutefois, il n'y a pas l'alternative de Caroline Forgue. Et donc cette équipe que j'ai fédérée est vraiment enrichie, nourrie par des personnalités, elles sont nombreuses, plus de la moitié, issues de la société civile, qui ont un engagement fort pour renouveler cette ville
lui donner un nouveau souffle. Vous parliez tout à l'heure du risque d'élection de Louis Alliot. Oui, nous avons déjà pensez connu... que Perpignan risque de basculer? Alors, nous avons déjà connu cette situation en 2014. Nous avons fait front républicain. La difficulté, et c'est ce qu'on entend vraiment au contact des habitants, c'est que ce front républicain n'a servi à rien. La situation sociale et économique est encore plus dégradée. Et cette fois-ci, il pourrait y avoir un nouveau front? C'est pas là, nous proposons un projet positif, des solutions concrètes pour les habitants. Je pense que les Perpignanaises et les Perpignanais en ont assez de voter contre. Ils sont très ouverts à nos propositions. Ils ont envie de changement. C'est ce que nous leur proposons clairement. Alors, vous parliez d'union de la gauche à l'instant. Est-ce que ça va suffire cette fois-ci? Alors c'est un projet écologiste, hein, parce que vous savez que sauver la planète, protéger nos populations, accompagner la mutation des activités économiques, c'est le grand défi, non seulement du siècle, mais ça va être le défi du mandat. Ce mandat, 2020-2026, est capital à la fois pour adapter Perpignan au choc climatique, mais aussi pour réparer cette ville dans son tissu social et dans son tissu urbain. Donc nous proposons une écologie populaire qui concilie transition écologique et justice sociale. Alors, je vous propose justement de découvrir un petit peu mieux les programmes des uns et des autres pour éclairer les téléspectateurs citoyens qui nous regardent ce soir avec un premier thème, la sécurité. Je me tourne vers vous, monsieur le maire. Vous avez fait beaucoup en matière de sécurité. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il faut en faire plus? Écoutez, ce que je peux dire aujourd'hui, et ce qui a été confirmé la semaine dernière par la Cour des comptes, c'est que la ville de Perpignan est la première ville de France en matière de policiers par habitant. Un policier armé pour 760 habitants. J'ai encore en mémoire tous ceux qui, lorsque nous présentions ces projets de recrutement de policiers ou d'installation de caméras de vidéoprotection, s'y opposaient, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils sont plus sécuritaires que moi. Ça, c'est un résultat. En termes de caméras de vidéoprotection, nous sommes aujourd'hui à 262 caméras de vidéoprotection et dans les 3 premières villes de France. Et si j'en crois la publication de Monsieur le ministre de l'Intérieur, les quartiers de reconquête républicaine, c'est-à-dire des quartiers dangereux où il faut une police plus forte, la police nationale, c'est Montpellier, c'est Toulouse, c'est Pau même, c'est Bordeaux, mais c'est pas Perpignan. Donc ce travail, je l'ai fait depuis toujours. Je suis passé en 2010 de 70 policiers à 160. Et ce travail aujourd'hui paye puisque c'est une ville où il y a comme partout des difficultés, mais il n'y a pas de quartier de reconquête républicaine. La République est partout à Perpignan. Pour autant, il y a quand même un fort sentiment d'insécurité parfois quand on va dans des quartiers. Romain Gros, Agnès Langevin, qu'est-ce que vous pensez du bilan de monsieur le maire en matière de sécurité? C'est pas le bilan forcément de monsieur le maire. Moi, recruter des policiers municipaux, je suis très favorable. J'y ai toujours été favorable. Quand la décision a été prise, j'ai poussé en cette faveur. Le problème, c'est une question de méthode. Une question de méthode et d'adaptation. La méthode, c'est quoi? En effet, il est bon que nous ayons beaucoup de policiers municipaux. Il est bon que nous ayons beaucoup de caméras. Parce que, comme vous le dites, on a un problème d'incivilité. Comme vous le dites, on a un problème d'insécurité et de sentiment d'insécurité à Perpignan. Il convient d'y répondre. La seule difficulté, c'est qu'il ne faut pas aller chercher, ou à la Cour des comptes ou chez le ministre de l'Intérieur, des réponses au malaise des Perpignanais. Il faut écouter le malaise des Perpignanais. Et donc, j'en viens au malaise des Perpignanais. Le problème, c'est la méthode. La méthode, c'est quoi? Ça veut dire que les policiers municipaux, ce sont des patrouilles à pied. C'est de la police municipale la nuit qu'il nous faut. C'est de la proximité dans la police municipale. Donc H24, tous les jours, dans tous les quartiers. Et de la proximité. Vous savez, le rôle juridique de la police municipale, c'est la tranquillité. C'est établir cette tranquillité. Croyez-vous qu'on peut l'établir derrière une voiture? Non. On dit aussi que la police nationale a abandonné certaines zones. Je vais terminer. Non, je vais terminer sur cet élément. Je ne me présente pas au poste de ministre de l'Intérieur. Je me présente au poste de maire de Perpignan. Le maire de Perpignan doit apporter des réponses avec les pouvoirs du maire de Perpignan. Et là, précisément, sur la police municipale, ne nous dispersons pas. L'établissement de la tranquillité dépend de la proximité que va exprimer, que va manifester la police municipale. Premier point. Deuxième point, on parlait du nombre de caméras. J'y suis extrêmement favorable. J'ai toujours voté en faveur de l'augmentation de caméras. Je la souhaitais et je la souhaite toujours. La difficulté, c'est le nombre de personnes qui regardent les écrans. Combien de personnes regardent les 262 écrans? Entre 2 et 4.
entre 2 et 4. Est-ce que vous croyez qu'une personne qui va regarder 130 écrans, ça fait un outil de prévention? Non. Aujourd'hui, l'outil de vidéoprotection, il est bon pour du juridique, pour du judiciaire, pour quand il y a des poursuites, pouvoir avoir des bandes et pouvoir poursuivre. C'est très bien, c'est mieux que rien. Mais moi, je propose un peu plus, c'est d'avoir un outil de prévention grâce à la vidéoprotection, comme le font d'autres villes. Et en se disant, derrière les écrans, il faut des gens qui soient capables de donner des consignes à la police municipale. Parce qu'ils voient les faits délictuels qui se déroulent sous leurs yeux. Mais vous êtes quand même député de la majorité. Est-ce que ce n'est pas à l'État d'assurer ce rôle-là? Juridiquement, c'est 2 collectivités publiques qui doivent l'assurer. L'État et la commune. C'est la répartition du droit qui se passe devant nous, voyez. Alors, je veux bien qu'on explique que l'État a failli. Moi, je me bagarre comme député. J'ai favorisé la création de 26 postes au commissariat de police de Perpignan. Après, on revient de loin, vous savez, parce qu'en 2007, on devait nettoyer les cités au Karcher. Le même qui voulait nettoyer les cités au Karcher, il a baissé le nombre d'effectifs de police nationale partout en France. Donc, on revient de très loin. Alors Agnès, justement, à propos de la sécurité aussi, je voulais entendre votre position, Agnès Langine, parce que la sécurité, c'est pas le domaine où on entend la manière la plus évidente les écologistes. Qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine-là? Il faut sortir des stéréotypes. Moi, ce que je remarque, c'est que vous êtes tous les deux finalement co-responsables avec les missions de police municipale qui sont défaillantes, mais aussi de police nationale, puisque effectivement, ce que nous disent les Perpignanais, c'est qu'il y a un fort sentiment d'insécurité par les incivilités, par l'état de dégradation aussi du tissu urbain de la ville, mais aussi parce qu'il y a, et ça je suis particulièrement choquée et très en colère par rapport à ce que je peux constater dans les quartiers, c'est finalement un sentiment, une situation d'impunité. Alors qu'est-ce que vous proposez? Quand vous allez dans des quartiers, au contact des populations, qu'on vous amène dans les points de vente et de trafic de drogue, au vu et au su de tout le monde, de toute la population, des policiers municipaux, des policiers nationaux, quand c'est un état de fait, un écosystème enquisté dans un quartier... Alors comment déclarer la guerre à la drogue, justement? Alors justement, en portant une parole politique, celle du maire, forte, en disant cet état de fait suffit, et effectivement, on va s'attaquer aux racines du problème, à la fois sur le volant, bien sûr, de la prévention, de l'éducation, de l'accompagnement par des politiques, notamment jeunesse forte, par des politiques sociales de création d'emplois, ça aussi, mais aussi par un rétablissement de l'autorité dans cette ville. Le laisser faire, détourner le regard de ces situations problématiques enquistées dans les quartiers qui sont devenus des véritables écosystèmes économiques. Quand vous avez un enfant de 8 à 13 ans qui va toucher tous les jours entre 50 € et 80 € uniquement pour faire le guet, au vu et au su de tout le monde, c'est que vraiment, il y a une défaillance et une responsabilité énorme. Jean-Marc Pujol, le bilan est sévère, là? Non, ce n'est pas un bilan, c'est assez amusant d'entendre. Si on voulait comparer, par exemple, les Verts dirigent Grenoble depuis des années en matière de sécurité, il y a des quartiers où on ne rentre plus, n'est-ce pas? Moi, ce que je prétends, c'est que le bilan est excellent, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis la première police municipale de France. On l'oublie de temps en temps, et que on peut aller dans tous les quartiers. On peut aller dans tous les quartiers à Perpignan sans avoir de garde du corps. Et à Grenoble, ça date pas de la présence d'un maire vert. Alors ensuite, je vais aborder le projet parce que Agnès Langevin a raison sur le sujet notamment du deal. Mais le deal, c'est partout. J'étais pas récemment à la Paillade, j'ai pas pu rentrer à certains endroits. Alors aujourd'hui, quoi faire? C'est une fatalité. Non, mais c'est une réponse judiciaire. Aujourd'hui, on sait très bien que sur ce sujet, c'est une réponse judiciaire. Et la réponse judiciaire, eh bien, ce serait de permettre à la police municipale, d'avoir l'habilitation police judiciaire, parce que ça contribuerait notamment plus facilement aux interventions de la police municipale, et ensuite on pourrait déférer plus facilement les auteurs de ces délits au parquet. On pourrait donner des sanctions, parce que quand il n'y a pas de sanctions, dans certains endroits, on fait des interpellations. J'ai cet été dans un quartier 14 interpellations. Le dealer était relâché avant que la police ait fini le rapport. Et c'est un sujet de fond, ça aussi. C'est un sujet qui relève pas du maire. N'est-ce pas? Alors pour le débat, on fait un petit tour de parole. Romain Gros d'abord. Est-ce qu'il faut une habilitation au PJ pour les policiers municipaux? Ma réponse est non. Est-ce qu'il la faut? Pourquoi non?
Alors, d'une part, parce qu'ici, on se présente au poste de maire de Perpignan. OPJ, officier de police judiciaire. Officier de police judiciaire. Pas au poste ni de ministre de l'Intérieur, ni de législateur. Là, le rôle, c'est de trouver des solutions à Perpignan pour les Perpignanais avec les compétences et les pouvoirs de la mairie. Premier point. Deuxième point, il est faux de dire que c'est partout. Parce que là, on va baisser les bras et on va attendre que tout ça nous tombe rôti du ciel de l'État, en espérant une réforme. Troisième point. Est-ce que vous croyez que la police nationale est ravie d'avoir des procédures et des paperasses grosses comme ça, à peu près, à remplir quand ils sont au PJ? Non. La chance de la police municipale, c'est précisément d'être sans procédure lourde et contraignante, et de pouvoir intervenir. Attendez, je termine. Juste combattre les lieux de deal. Madame Langevin a raison, il faut les combattre. Zéro tolérance. Vous savez, zéro tolérance, même dans les lieux scolaires. Moi, je suis papa. Je vois mes enfants, à la sortie de leur établissement, il y a des dealers. Eh bien, ça me fait mal, ça me met dans l'insécurité. Et ça, je ne peux pas y répondre en disant c'est juste la première police municipale que nous avons à Perpignan. Je ne peux pas y répondre en me contentant de citer des rapports de la Chambre régionale des comptes ou du ministre de l'Intérieur. Là, il faut une réponse. Ça veut dire quoi? Comment n'avons-nous pas de policiers municipaux à la sortie des écoles, des collèges et des lycées? Simplement, on va répondre par des choses concrètes, précises. Madame Langevin. Sur ce même sujet de la sécurité, pour terminer. Alors la sécurité, c'est effectivement réouvrir des points de proximité de police municipale dans tous les quartiers, H24, donc réintroduire de la présence humaine, des concierges aussi dans les immeubles, des éducateurs, des médiateurs de rue. Bref, il faut qu'il y ait une réconciliation aussi entre les représentants de l'autorité, de l'éducation, mais aussi donc les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, issus des quartiers populaires. Et puis nous avons également un autre combat, parce que c'est le terme est juste, c'est celui de la protection et de la prévention des violences faites aux femmes. Donc là aussi, nous aurons des dispositifs très importants en termes évidemment d'intervention rapide. Les temps d'intervention sont malheureusement parfois trop longs, mais aussi des outils de protection pour mettre les femmes, les enfants ou toute personne victime de violences à l'abri, avant de déclencher les accompagnements qui relèvent des autres acteurs de la chaîne. Alors, si le visage de Perpignan s'est transformé au cours des dernières années, des dernières décennies, grâce à de grands équipements, comme le théâtre de l'Archipel, le Centre du Monde, les Halles Vauban, l'Université en cœur de ville ou encore le Musée Rigaud, il n'en reste pas moins qu'il y a évidemment encore beaucoup à faire quand on regarde les données socio-économiques de la ville. Je vous propose de découvrir ces quelques chiffres. À Perpignan, 1 habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 867 € par mois. Une ville pauvre avec 9 quartiers prioritaires. Concernant le taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, il représente 23% des actifs, avec des pics à plus de 50% dans certains quartiers de la ville. Perpignan est aussi la 4e ville de France pour ses inégalités de richesse. À cela s'ajoutent d'autres chiffres négatifs. 6 collèges sur 8 sont classés en zone d'éducation prioritaire et 40% des collégiens sont scolarisés dans le privé, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Cette élection est donc un enjeu majeur pour Perpignan et ses 122 000 habitants. Jean-Marc Pujol, c'est une fatalité ces chiffres? D'abord, c'est faux. Le taux de chômage, je vous demande de vous référer à Pôle emploi, n'est pas de 23, 24 ou 25, il est de 14%. Pour vous donner une idée simple, dans l'Hérault, même avec Montpellier et tous les fonctionnaires, il est de 12%. Et donc je vous donne des chiffres qui sont ceux de Pôle emploi et que tout le monde peut vérifier. Le deuxième sujet... Alors on a vérifié ces chiffres, hein, ils viennent de sources officielles également, et ça dépend... C'est le département, 14,6 et 23%, c'est la ville. Enfin, voilà, ça, on les est chiffres de Pôle emploi, sur les chiffres, 23% pour la ville qui nous ont été donnés. Je vous confirme, et ça dépend des quartiers. Je vous confirme que le taux de chômage, selon la nomenclature retenue par l'État dans ses publications, porte la ville de Perpignan à 14% et la ville de Montpellier à 12%. Je veux bien qu'il y ait des fake news partout, mais moi je vous donne des chiffres que j'ai de Pôle emploi et que j'ai eu hier et que vous pouvez vérifier pendant l'émission, si vous le souhaitez. Premier sujet. C'est 14,6 exactement, mais c'est le bassin d'emploi de Perpignan qui, vous le savez, regroupe les villes de Saint-Estèphe, Cabestany, etc. Quand on prend une extraction qui ne figure pas effectivement dans les chiffres de Pôle emploi, mais qui recoupe certains dispositifs, vous avez Perpignan intramuros, 23%. Pas du tout. De la DARES. Pas du tout. Vous regardez les chiffres du ministère. Non, mais c'est le chiffre alors. Pas du tout. 23%. Pôle emploi. Alors après, si vous voulez, le thermomètre, premier point.
23% ou 14%, j'ai envie de vous dire, c'est un énorme malheur, même si c'était 14%. Je pense que c'est 23%, les chiffres de la DARES, moi, que j'ai lu encore ce matin, Moi, j'ai avant de venir. Mais mettons Oui, 14%, c'est attendez, un mettons emploi, 14%, comme monsieur Pujol nous le dit. Le taux national, c'est 8 points. Il y a 25 départements de notre belle République où le taux de chômage est inférieur à 7%. Serait-ce 14%, comme nous le dit monsieur Pujol, ça serait déjà trop. En plus, c'est 23%. Et ensuite, vous avez un autre chiffre que vous avez cité. 32% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est juste hallucinant. Alors, on ne peut pas juste siffloter en se disant « à Montpellier, c'est ci, à Narbonne, c'est là ». Non, il y a un problème immense à Perpignan. Jean-Marc Pujol. Et créateur d'inégalités fortes. Vous avez parlé du nombre de collèges placés en zone prioritaire. Vous le voyez ? C'est un record. Plus de 3/4 qui sont en zone prioritaire. Ça veut dire qu'on s'enfonce dans une misère. Et puis vous avez oublié un chiffre, le taux de logement vacant. Le taux de logement vacant, 40% 15% de logement vacant à Perpignan. 15%. Retenez ce chiffre. 40% dans un quartier. Dans certains quartiers, mais 15% On à peut pas dire Perpignan. que le gouvernement auquel vous appartenez améliore le 15%. quotidien ni le revenu des Perpignanaises Regardez, et des Perpignanais. 15% de logements vacants à Perpignan. Vous savez, le taux à Montpellier, 7%. Alors, C'est le résultat de cette situation économique. Jean-Marc Pujol, qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser Perpignan, le centre-ville notamment, et créer des emplois? Alors, on parle toujours du même quartier, qui est le quartier de Saint-Jacques, qui a été reconnu par l'État, notamment comme un des quartiers les plus pauvres de France. Et bien sûr, cela impacte le résultat global. Mais il y a des quartiers où, justement, il n'y a pas ces problèmes. Et d'ailleurs, que dans ce quartier, il y a 40% de logements vacants. Que dans ce quartier. Et c'est pour ça que j'ai lancé avec l'Association nationale de rénovation urbaine un projet considérable de rénovation de ce quartier, n'est-ce pas ? Qui est stoppé pour l'instant. Qui est stoppé pour l'instant avec des interventions politiciennes, et notamment celle de M. Gros, n'est-ce pas ? Et ce quartier, nous avions commencé à le rénover, puisqu'il y avait une pelle sur place, et on commençait à ça travailler. va redémarrer ? Mais bien sûr que ça redémarrera. Aujourd'hui, il y a eu des pressions politiques, d'ailleurs, qui viennent de tout le monde, puisque j'ai vu la liste qui n'est pas là aujourd'hui, notamment militer pour tout stopper. Je ne stopperai pas, et c'est le seul quartier Agnès, où on rencontre des difficultés. C'est le seul quartier. Parce que personne ne parle des autres quartiers de Perpignan, n'est-ce pas, qui fonctionnent très bien, qui permettent à tout le monde de s'installer. Non, mais parlons du projet. Je vous laisse terminer. Regardez par le prisme d'un seul quartier véritable qui est en difficulté aujourd'hui, et j'ai obtenu la possibilité de le restructurer. Parler de ce prisme, ça n'est pas parler de Perpignan. Je vous demande de regarder aussi les quartiers qui vivent très bien à Perpignan et où des gens sont très heureux de vivre à Perpignan. Alors, Agnès Langevin, oui, un petit mot sur les causes de la pauvreté et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette pauvreté? Alors les causes de la pauvreté, vous savez que malheureusement c'est un héritage, c'est-à-dire que la situation socio-économique de Perpignan, c'est aussi le résultat d'un système, celui qui a duré 50 ans sur la ville de Perpignan. Paul Alduy, son fils, et tous les deux, vous en êtes aussi co-responsables, avec une assignation à résidence de certaines communautés et avec un abandon de ces quartiers qui a fait le lit de promesses et qu'on retrouve d'ailleurs encore dans cette séquence municipale et qui a fortement dégradé donc le pouvoir de vivre de ces populations. Donc effectivement 32% de taux de pauvreté, 30% de femmes en situation de monoparentalité vivent en dessous de ce seuil de pauvreté, c'est-à-dire 855 € par mois. Donc nous, ce que nous proposons, c'est l'instauration d'un revenu de solidarité écologique qui viendra finalement aider ces familles à sortir la tête de l'eau, qu'ils soient des travailleurs pauvres, des étudiants, des retraités qui donc aussi subissent une forte précarité à Perpignan. Donc ce revenu évidemment sera assorti d'un engagement, d'un contrat et pourra donc accompagner ces personnes dans vraiment une vie quotidienne digne, parce que là aussi les besoins sociaux de la ville sont énormes. Il n'y a plus de services publics. Les centres sociaux ont fermé, pour la plupart dans les quartiers. Donc il faut réintroduire, parce que les inégalités se creusent, vous l'avez dit, mais c'est toute la ville qui s'en trouve finalement amoindrie dans ses performances économiques, par l'image, par
c'est par sa dégradation. On ne peut plus supporter, c'est comme l'insécurité et les trafics, on ne peut plus supporter un taux de précarité aussi fort dans une ville, voilà, sur le plan humain, mais aussi sur le plan de l'attractivité de la ville, c'est plus possible. Dans cette campagne, il y a d'autres thèmes sur lesquels vous êtes les uns les autres très attendus également. C'est le thème notamment de la circulation et du stationnement. Enfin, malgré tout, sur l'économie, moi je serais ravi. Parce que... Dernier mot sur l'économie. Ah oui, c'est important parce que je pense qu'il faut faire des propositions. Vous l'avez dit, 32% de taux de pauvreté, il faut y répondre. Le rôle de responsable politique aujourd'hui, c'est d'y répondre. Comment ? Moi, je pense qu'il faut créer des emplois par les entreprises. Il faut se remettre à nouveau à être attractif pour les entreprises sur la plateforme perpignanaise, sur le bassin de vie, sur le bassin économique autour de Perpignan. Pour ça, vous avez un certain nombre de mesures fiscales qui peuvent être prises d'ores et déjà avec la loi telle qu'elle existe. Par exemple, une exonération de cotisation foncière des entreprises pendant 2 ans suite à l'installation. La loi le permet, ça n'est pas fait à Perpignan. C'est fait dans de nombreuses villes. Sûrement qu'à Perpignan, on doit rejeter les entreprises avec les pieds, tellement il y en a, et ça serait la raison pour laquelle on n'a pas mis cette exonération. Il faut la mettre, cette exonération. Ensuite, il faut être capable également de favoriser un écosystème. Moi, je suis favorable à la création d'une école de commerce à Perpignan, mais également la création d'une sorte de business France qui serait Business Perpignan et qui permettrait de renforcer une politique d'attractivité des entreprises. Parce que nous ne nous y trompons pas. Ça n'est pas par les postes de fonctionnaires, ça n'est pas par des revenus artificiels qu'on favorisera une reprise économique à Perpignan. On le favorisera par un tissu économique plus vaillant qu'il l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce tissu économique est trop pauvre. Merci Romain Gros. On va passer donc effectivement à la circulation, au stationnement. Autre thème très attendu. Je me tourne vers vous, Jean-Marc Pujol. Vous proposez, vous, par exemple, le retour du tramway à Perpignan. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons travaillé sur la restructuration à la fois des finances de la ville qui sont réussies, puisque aujourd'hui, nous sommes avec une capacité d'autofinancement importante. La première de France, je le rappelle, et des marges de manœuvre importantes. Quand j'ai repris la communauté urbaine en 2014, là aussi, j'ai fait tout un travail de restructuration. Et nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer aux Perpignanais un tramway. Je rappelle qu'il a existé d'ailleurs, ce tramway déjà, et de proposer notamment une mobilité douce à travers le tramway sur un axe nord-sud et de manière à avoir un peu moins de CO2, n'est-ce pas, puisque le tramway pollue 5 fois moins qu'un bus. Donc c'est un projet structurant de la ville que je porte dans mon projet. Agnès Langevin, moins de CO2, le tramway, ça doit vous faire plaisir, ça ? Oui, non, mais ça dépend de quel bus on parle. Effectivement, Perpignan, vraiment, est asphyxié à la fois par le nombre de voitures qui circulent en son sein, 100 000 voitures par jour qui circulent, 40 000 véhicules sur le pont d'accès à la ville de Perpignan, donc trop de voitures et effectivement trop de CO2, donc qui vient donc nuire à la qualité de l'air et donc par conséquent aux santé, à la santé des enfants et des personnes plus vulnérables. Donc ce que nous proposons, c'est de revoir évidemment le plan de circulation pour accéder à Perpignan et pour s'y déplacer, avec la mise en place de la gratuité des bus, comme l'a fait l'agglomération de Dunkerque. Donc, et puis évidemment un plan de circulation, de mobilité active autour du vélo, de la marche à pied, de la trottinette, etc., de tous ces nouveaux usages aussi qui permettent de se déplacer, d'aller au boulot, d'aller dans ses loisirs. Les véhicules électriques en monorail, voilà. par Alors, exemple. En fait, nous, ce que nous proposons, c'est finalement ce qui a été écrit et bien écrit dans le SCOT. Vous voyez, c'est de remettre en place, parce que quand on dit gratuité des bus, pour rassurer ce report modal et faire en sorte qu'on utilise les transports en commun, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des voies dédiées. Il faut que le service soit au rendez-vous, la qualité, la ponctualité, la fréquence et la rapidité. Donc ça va supposer des investissements pour faire ce qu'on appelle des bus à haut niveau de service. Mais quand on va réaménager cette voie dédiée, on va bien sûr prévoir le trottoir, on va prévoir la piste cyclable et donc ça va bousculer les habitudes des Perpignanais. Alors ça va, mais oui, mais sauf que pour pas les bousculer et pour faire en sorte qu'ils s'approprient ces solutions, parce qu'il s'agit de vraies solutions alternatives et concrètes, on organisera dès le lendemain de la prise de responsabilité des assises de la mobilité pour définir avec eux les priorités et puis également pour rassurer
d'assurer aussi les modalités de l'arrêt de bus, qu'est-ce qu'on priorise, parce qu'évidemment on ne va pas tout faire d'un seul coup, donc la gratuité d'abord le week-end et puis pendant des moments comme Visa ou pour les fêtes de Noël, et donc ce plan, ces assises de mobilité vont permettre aussi de faire en sorte que les Perpignanais, les usagers au niveau de la communauté urbaine, les entreprises avec leur plan de déplacement soient aussi partie prenante de cette vision des mobilités. C'est un enjeu important, y compris pour la revitalisation et l'accès du centre-ville. Ça veut dire beaucoup de concertation aussi. Transport en commun gratuit, c'est aussi dans votre programme, Romain Gros. Moi, un constat d'abord, un constat double. Premier point, en effet, une ville qui s'asphyxie parce qu'on prend insuffisamment le transport en commun à Perpignan. Et ça, c'est le deuxième aspect du constat. Vous savez, le nombre de voyages par bus à Perpignan, en tout, par an, est de 10 millions. Peu ou prou, entre 9 et 10 millions. Une ville comme Besançon, où la moyenne générale dans des villes de plus de 100 000 habitants, c'est 30 millions, 3 fois plus. Donc aujourd'hui, avant de construire un tramway, de bloquer la ville pendant 10 ans, alors on nous dit le tramway est de 180 millions d'euros. C'est un tramway hyper low cost. La moyenne générale, vu le tracé, moi j'ai essayé de consulter, de regarder, on me dit un demi-milliard d'euros. Alors supposons que la ville soit désendettée, c'est une bonne chose. Enfin, mourir en bonne santé, ça n'a jamais fait les bonnes affaires en économie. Mais peu importe, on va regarder les éléments. Les bus sont vides, remplissons les bus avant d'aller construire un tramway à un demi-milliard d'euros qui va bloquer la ville pendant 10 ans. Premier point. Deuxième point, moi je pense qu'il faut être déterminé. Déterminé en se disant, les bus, c'est d'abord une affaire de rapidité de traversée de la ville. Et en effet, il nous faut 2 grandes lignes de bus en site réservé, peut-être à hydrogène, par exemple, qui vont nous permettre de croiser la ville et de la traverser de part en temps beaucoup plus réduit, avec des parkings relais au bout de chacune de ces lignes. Une ville comme Pau vient de le faire et vient de l'inaugurer. 20 millions d'euros. Juste, je termine par là. 20 millions d'euros, simplement. Et ensuite, le bus gratuit. Vous avez raison. Il faut augmenter la fréquentation de nos bus. Niort, Dunkerque. J'ai rencontré le maire de Niort, le maire de Dunkerque. Aucun des deux ne voudrait revenir en arrière. Les bus sont aujourd'hui plus fréquentés. Et le coût, parce que tout cela doit se faire sans zéro augmentation d'impôts. Le coût, il reste marginal par rapport à la fréquentation de bus. Et on peut aller prendre dans des économies que l'on pourra faire ailleurs dans les budgets et être capable de redessiner, de réorienter des dépenses vers les bus gratuits. Parce que c'est dans l'intérêt de la ville, dans l'intérêt des Perpignanais. Jean-Marc Pujol, Romain Gros disait 10 ans de travaux, je crois que c'est 180 millions d'euros. Surtout qu'il dit un demi-milliard. C'est la dette que j'ai trouvée à la communauté urbaine quand j'y suis arrivé, où il avait des responsabilités avec M. Alduy. Donc ce chiffre doit le marquer. Premier adjoint ce de chiffre M. doit le Alduy, marquer. bien avant que je rejoigne M. Alduy. Doit le marquer, n'est-ce pas? Alors, moi je dis que c'est un mensonge, la gratuité. La gratuité, je vais vous expliquer. D'abord, aujourd'hui, on va percevoir 28 millions d'euros de versement de transport dans la poche des entreprises aujourd'hui. Donc ça voudrait dire qu'on va supprimer le versement de transport. Deuxièmement, aujourd'hui, la gratuité entraînerait une augmentation des impôts des Perpignanais. Je rappelle, il n'y a que 37% des Perpignanais qui paient des impôts de 14 millions d'euros. Et je vous propose d'ailleurs de regarder la publication de la CGT sur la gratuité qui, au moins, eux, reconnaissent que le surcoût de la gratuité coûterait 15 millions d'euros. Alors j'aimerais savoir où on va chercher les 15 millions d'euros. Agnès Langevin. On va chercher les 15 millions d'euros. Ah ben, je suis surpris que vos sources soient la CGT, mais mais ça fait rien quand les sources sont vraies. Mais le surcoût, il y a en 4. Voilà. Non, c'est la vérité. On a la chance d'avoir à Perpignan le président de l'Observatoire de la gratuité des transports, Maxime Muret, qui est professeur à l'université. Donc, il a fait cette évaluation à Dunkerque. Les projections sur Perpignan, c'est entre 4,5 et 6 millions d'euros la gratuité. Vous nous ouvrez finalement une ligne de crédit de 180 millions d'euros. Moi, je les utiliserai différemment pour faire des investissements en termes de mobilité, de voirie, de voies dédiées et d'un plan aussi vélo, parce que vous le savez, ce que vous investissez, laissez-moi finir, ce que vous investissez sur donc le plan vélo, c'est vraiment en deçà de toutes les villes de France. Donc il faut, pour assurer aussi ce report sur les modalités, sur les mobilités actives, il faut que la personne, l'usager, se sente en sécurité. En sécurité. Alors juste un dernier mot sur la gratuité. Je ne peux pas laisser et après on avance. Annoncer des chiffres faux. Tous en même temps. Aujourd'hui, la recette aujourd'hui est de 6 millions d'euros. C'est pas 4. Donc on perd 6 millions d'euros. Ensuite,
on ne peut pas récupérer la TVA sur les bus qu'on achète. C'est 3 millions d'euros de plus. Ensuite, on est obligé de payer sur le personnel la taxe sur les salaires. C'est, comme l'a dit la CGT, 13 à 15 millions d'euros. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans un débat trop technique. Non, simplement. Mais je rétablis quelque chose quand même, parce qu'il y a des éléments, il y a des contre-vérités qui sont dites, et en particulier par le maire sortant. Donc c'est un peu surprenant. Le chiffre d'affaires de Sankeo, du délégataire, c'est 30 millions d'euros. La billetterie, c'est en effet entre 4,5 et 6 millions d'euros chaque année. Alors c'est 6 millions, 4 millions et demi. C'est 6 millions sur 30 millions d'euros. Il ne s'agit pas de supprimer le versement de transport. Il s'agit de se dire que la recette de la billetterie, on va devoir s'en passer pour inciter les gens à prendre le bus. C'est ce qui a été fait à Niort et Dunkerque. On parle des transports. Attendez, monsieur Meyer. On parle des transports. Niort et Dunkerque, c'est pas deux villes, la CGT. Hein. Alors monsieur Pujol a des lecteurs de la CGT, grand bien lui fasse. Mais quand ce sont des bêtises, ce sont des bêtises. On va parler de Perpignan, on parlait des transports. Forcément, ça nous amène à parler d'environnement. Dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous proposez? J'ai vu que vous proposiez un grand parking de 1000 places de part et d'autre du pont Arago à l'entrée de Perpignan pour désengorger la ville et végétaliser. La réalité de Perpignan, quelle est-elle? Le problème du stationnement et de l'accès Non, mais le problème du stationnement... Il sera végétalisé ou pas? Se pose. Non, mais je vais vous l'expliquer. Se pose pour les personnes qui viennent à Perpignan. Parce que vous venez à Perpignan un dimanche, il y a de la place partout. Or, aujourd'hui, les gens qui travaillent à Perpignan et qui ne prennent pas le bus ont besoin d'un parking. Or, nous avons aujourd'hui la possibilité de le réaliser. Pourquoi ? Parce que le contournement de la rocade ouest est en train de se faire et donc elle va passer au-dessus du pont qui est en cours de construction sur la tête. Et donc nous allons avoir à peu près 30% de moins de véhicules qui ne rentreront plus dans Perpignan. Et c'est pour ça que je propose, juste à l'entrée de Perpignan, un parc arboré servant de parking gratuit de 1000 places que nous pouvons faire. Alors, juste très rapidement, un petit mot sur l'écologie. Évidemment, on vous attend là-dessus, Agnès Langevin. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors moi, le programme est très clair. L'écologie sera centrale. D'abord, pour préparer Perpignan au choc climatique. Quand on dit préparer Perpignan, c'est bien sûr protéger ses habitants de la canicule. Encore il y a 15 jours d'une tempête. Mais c'est aussi accompagner tous ces secteurs d'activité. Le tourisme, le bâtiment, la logistique, secteur à fort enjeu, l'agriculture et la viticulture. Donc nous signerons un pacte de transition pour créer des emplois verts qui ont du sens et notamment pour les jeunes qui veulent rester ici à Perpignan et réparer la ville dans son tissu urbain. C'est aussi la végétaliser, l'ombrager, puisque vous aimez les classements, monsieur le maire. On voit que sur les villes vertes, on est très en retard sur les espaces verts, sur le nombre d'arbres qui est très faible à Perpignan. Donc on va retrouver aussi ce qui fait notre ADN, c'est-à-dire une ville méditerranéenne, ombragée et où l'eau circule, voilà, pour vraiment le bien vivre de tous les parties. On va revenir à la politique. Attendez, je voudrais faire un petit rappel, revenir à 2000. L'environnement, ça m'intéresse. Un mot très vite alors. Un mot très vite, oui, un mot comme tout le monde. Je suis désolé, je suis aussi un des candidats et un des participants à ce débat, donc je peux m'exprimer sur ce sujet-là. Premier point, sur l'environnement, moi je suis très surpris qu'un parking de 1000 places émerge d'un seul coup au bout de 11 ans de mandat. Alors que toute la ville crie de douleur parce qu'elle se meurt avec une politique de stationnement qui n'est pas la bonne déjà depuis quelques années. Premier point. Que vous avez validé. Deuxième point, le stationnement, c'est tout sauf de l'environnement. On va parler de l'environnement juste sur deux mots. On a parlé des mobilités. On vous a dit, moi je suis pour le transport gratuit et le bus à hydrogène en site propre pour 2 grandes lignes qui permettent d'alléger le trafic. Le deuxième point, il faut parler de l'alimentation dans les cantines. Moi je suis favorable au renforcement massif du circuit court avec une légumerie qui va permettre de soutenir l'agriculture bio aussi dans le département. On a un tissu agricole dans notre département. La chance de notre territoire, c'est que l'on peut manger toute l'année des produits issus de notre agriculture, à condition d'avoir une légumerie sur la communauté urbaine et à condition de favoriser ces éléments-là. Des pesticides et d'interdire le glyphosate. Je voulais qu'on aborde également l'aspect politique et faire un petit rappel. Si on se souvient bien, en 2014, Jean-Marc Pujol, vous avez été élu grâce au désistement de la liste de Jacques Cresta. Imaginons que cette année, on soit dans le cas de figure d'une triangulaire, voire d'une quadrangulaire. Imaginons que vous arriviez en 3e position, les uns et les autres, ou 4e position. Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes dans ce cas-là, avec un Rassemblement national qui risque de prendre les commandes de la ville? Jean-Marc Pujol. Pour le moment, les
3 sondages qui ont été publiés me mettent en 2e position. Et j'ai pour habitude de prendre mes responsabilités. Je les ai prises d'ailleurs, ne l'oubliez pas, en 2014, car le désistement s'est fait par une décision du Parti socialiste. En ce qui me concerne, j'ai dit que je ne changerai pas ma liste sur ce sujet. Donc si vous étiez 3e, clairement, vous désisteriez. Non, mais d'abord, je suis second, et ensuite, quelle que soit la place que les Perpignanais me réserveront, je prendrai mes responsabilités républicaines comme je les ai toujours prises. Imaginons, vous êtes 3e, Romain Grau, qu'est-ce que vous faites ? Premier point, le sens des responsabilités, moi je l'ai démontré au moment où d'autres étaient sur le nini, et M. Pujol qui vient de s'exprimer était pour le nini à l'époque, vous savez, au moment de mes cantonales, l'élection cantonale, j'ai appelé à voter clairement contre tous les candidats du Front National sur tous les cantons de Perpignan, clairement, alors que d'autres, c'était ni le Parti Socialiste ni le Front National. Moi j'ai toujours été très rigoureux là-dessus, premier point. Deuxième point, moi je suis surpris d'apprendre que M. Pujol devait être membre du Parti Socialiste, et c'est la raison pour laquelle le Parti Socialiste a pris une décision. Non, ce qui est clair, c'est que pour faire descendre le parti du Front National, il faut maintenant une exigence morale très forte. Donc oui, il faut refuser que le Rassemblement national gagne la ville de Perpignan. Et ensuite, 3e, 4e, 2e, ça va être des électeurs. Personne n'est 2e aujourd'hui ou 3e ou 4e. Ce sont les sondages. On va attendre de voir ce que disent les électeurs le 15 mars. Alors, il ne nous reste plus que 5 minutes de débat, donc je vais vous demander d'être concis. Madame Langevin, vous êtes 3e, imaginons. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, je ne serai pas 3e. Voilà, moi, ce que je m'attache, et la campagne n'est pas terminée, c'est à faire en sorte, et ça, les Perpignanais nous le disent, surtout faites en sorte qu'on n'ait pas à rejouer le match retour de Jean-Marc Pujol contre Louis Alliot. On veut un projet positif, des solutions concrètes. Donc, moi, je suis très confiante. Il y a une dynamique autour de notre projet, autour de l'équipe. Si vous n'êtes pas 2e, malheureusement, vous ferez comme Jacques Cresta ? Moi, je ne suis pas Jacques Cresta et je crois qu'il est sur la liste de Monsieur Gros. Donc, moi, je ne suis pas une girouette. Donc, moi, je prendrai mes responsabilités. Mais la question du barrage, ce n'est pas l'instant T. C'est comment on s'attaque aux racines de ce qui fait le lit du vote extrême, du vote de colère. Donc, moi, je veux changer la donne. Je veux changer quand un capitaine et son équipage est un échec. On le change. C'est aussi Alors, ça. Il nous reste le bon vraiment sens des plus beaucoup de électeurs. temps. Donc là, on va faire un petit jeu, si vous voulez bien. On imagine que vous êtes dans les rues de Perpignan, vous croisez des Perpignanais et des Perpignanaises, vous ne les connaissez pas. Qu'est-ce que Jean-Marc Pujol, vous auriez envie de leur dire pour les convaincre de voter pour vous ? Regardez votre ville comme elle est en train de changer avec vous. Aidez-nous à la changer. Faites en sorte qu'on porte Perpignan comme étant une destination dans notre pays, que ce ne soit plus une ville de transit, que ce soit une ville où on est fier d'être Perpignanais. C'est ce que je répète depuis des années. Moi, je suis fier d'être Perpignanais. Je marque tout ce qui réussit à Perpignan. J'ai pour habitude d'essayer de régler ce qui ne réussit pas. Je ne réussis pas tout, bien sûr, mais qui réussit tout ? Même question pour vous, Romain Grau. Vous croisez des Perpignanais qui ne vous connaissent pas, vous ne les connaissez pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, là, pour qu'ils votent pour vous ? Changeons la ville. Ne vous laissez pas découragé par l'état de marasme dans lequel se trouve notre ville. Il faut la changer avec plus de sécurité, plus de propreté, mais aussi de la prospérité, avec une économie qui redémarre, avec des transports qui remplissent leur rôle de service public, avec une ville protectrice de l'environnement également, sur les circuits courts, sur la ville énergie positive, sur tous ces éléments. On peut changer la ville ensemble, c'est très important de le faire, et de ne pas se laisser aller à la fatalité de considérer que nous sommes voués au dernier rang de tous les classements. Dernier mot pour Agnès Langevin. Qu'est-ce que vous leur dites alors ? Moi, je leur dis qu'on a une ville magnifique, un patrimoine naturel et culturel remarquable et qu'il faut vraiment se tourner vers l'avenir. Nous avons des atouts, un potentiel, des compétences remarquables. Il faut avoir confiance. Il faut finalement aussi être joyeux, arrêter cet imaginaire du déclin, ce pessimisme. On a toutes les capacités et donc je leur propose et je les invite à embarquer avec mon équipe vers un avenir qui est l'avenir finalement de nos jeunes, pour nos jeunes, et aussi celui de la planète, parce que nous relèverons le défi climatique. Merci à tous les trois. Je vous rappelle ce rendez-vous le 15 et le 22 mars pour voter. Encore une fois, nous aurions aimé que Louis Alliot soit présent sur ce plateau, lui ou un membre de sa liste. Il n'a pas souhaité, c'est son choix. Nous le respectons. En tout cas, sachez qu'à ces élections municipales,
il y aura 9 listes a priori en présence à Perpignan. Voici les 5 autres sur cet écran. Il y aura la liste conduite par Pascal Advenard de Lutte ouvrière. La liste d'hiver droite dissidente des Républicains conduite par Olivier Amiel. La liste d'hiver droite conduite par Alexandre Bollot, élu en 2014 sur la liste de Louis Alliot. La liste L'Alternative, conduite par Caroline Forgue, soutenue par la France Insoumise, le Parti communiste et le NPA. Enfin, la liste Perpignan Équilibre, conduite par la centriste Clotilde Ripouille. Voilà, restez avec nous. Cette soirée exceptionnelle consacrée aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains se poursuit, avec tout de suite un débat citoyen sur la réhabilitation des centres-villes présenté par Anne-Sophie Mandroux. Prochain débat dans les Pyrénées-Orientales. Ce sera le mercredi 4 mars prochain. Il sera consacré à la commune d'Argelès-sur-Mer. Tout de suite donc un autre débat. Bonne soirée sur la 3. Restez avec nous.